Bonsoir les gens, j'espère que vous allez bien. Désolé de vous accueillir avec ce ton un peu rieur. C'est tout simplement parce que ça fait la troisième fois qu'on recommence notre introduction avec celui qui tout à l'heure se caractérisait comme une plante verte, hein, l'habitué de l'émission, à savoir mon comparse Greg. Comment vas-tu? Bah écoute, pour la troisième fois, ça va bien. Bon, du coup, quelque part un peu d'humour au début d'une émission qui va quand même, je pense, avoir un ton assez général assez grave, parce qu'on va parler de l'une des émotions les plus désagréables pour les individus. Peut-être celle que les gens aiment le moins, celle qui a la plus mauvaise presse après la colère, à savoir la honte. Et lorsqu'on avait fait la colère, j'avais donné la direction de l'émission à Greg. Cette fois-ci, on a décidé de faire un petit... j'ai décidé de faire... je vais assumer ce que je fais. J'ai décidé de faire un petit peu différemment. Parce que, en fait, c'est un sujet que tu ne maîtrises pas vraiment, Greg. La C'est ça. honte. Moi, c'est un domaine que j'ai étudié quand même un petit moment. C'est une émotion que je trouve assez particulière parce que malgré tout ce qu'on peut dire de négatif sur elle, c'est peut-être l'une des émotions les plus importantes pour vivre en société. Et on va en parler justement de ce caractère-là. Et du coup, je voulais que tu aies des réactions qui soient le plus naturelles possible. Parce qu'habituellement, tu fais tes recherches, je te donne mes notes aussi, donc tu as beaucoup de sources d'informations euh, quand on prépare des émissions, et c'est normal. Sauf que là, voilà, c'était ce petit caractère proche de peut-être ce que beaucoup d'entre vous qui nous écoutez se disent ou pensent ou se demandent. Et du coup, c'était intéressant d'avoir quelqu'un qui soit dans cette position. Et justement, ça va être Greg ce soir. La prochaine fois, on Je fera... te remercie. Je découvre du coup, en même temps que tout le monde, ce que tu vas dire. Je Oui, sens que tu vas me mettre la honteuse pendant ce podcast. oui. Et ça fait la troisième fois que tu fais cette blague. Mais pour les auditeurs, eux, ils l'ont jamais entendu. Sauf si tu fais un petit, tu sais, comme à la fin, un petit bêtisier ou Ouais, un petit montage bêtisier c'est ça. avec le téléphone qui sonne et tout. Mais Bon, bon, ça fait la troisième fois que tu fais la même intro, hein, du coup. et t'as vu ça, je la maîtrise bien maintenant. Oui, 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 Euh, je constate. Comme d'habitude, on va sectionner notre émission en trois parties. On va commencer dans quelques instants avec une démystification des choses qu'il y a autour de la honte. Tout simplement, on va essayer de définir un cadre pour justement comprendre ce qu'est la honte. Dans la deuxième partie, c'est ce qu'on va s'atteler à faire, comprendre cette émotion, et on va utiliser un texte biblique. Et dans la troisième partie, on va s'intéresser à comment transformer de la mauvaise honte en de la bonne honte. Alors, j'utilise les termes de mauvaise et de bonne plutôt que de malsaine et de saine, parce que j'ai remarqué souvent quand tu parles d'une émotion malsaine, les gens le prennent très personnel et ils pensent que c'est eux qui est malsain, ou alors ils vont le prendre complètement extérieur à eux. Le problème, c'est pas eux, c'est l'émotion. Alors que quand tu utilises une mauvaise honte, les gens comprennent que souvent c'est la façon d'utiliser la honte qui est mauvaise. Tu vois, le lien est plus simple. Donc voilà, c'est pour ça que j'utilise ces mots qui sont un petit peu moins forts aussi. Donc voilà, on y va, t'es prêt? On commence avec justement les mythes autour de la honte. La Oui. honte, on va y aller avec... alors, souvent quand on va parler de honte, tu vas te retrouver avec phrases du genre si j'avais pu trouver un trou de souris, je me serais caché dedans, j'avais envie de m'isoler. Et tu as sûrement déjà entendu plusieurs fois dans la cour de récré de ton lycée, de ton collège ou même de ton université des expressions comme oh la honte, c'est la honte, tu lui as mis la honte. Du coup, ma première question, c'est cette émotion-là, elle est sociale ou elle est très personnelle? Est-ce que j'ai le droit de dire les deux?
parce que je dirais que la honte, c'est quand même quelque chose que on vit soi-même, mais c'est surtout lié au regard des autres. Est-ce que on vivrait la même honte? Enfin, si je me casse la figure, par exemple, dans la rue, si je suis tout seul, je pense que j'aurais moins honte que s'il y a plein de gens qui rigolent autour de moi. Donc, est-ce que c'est pas un peu les deux? Alors, oui, la seule erreur que tu fais, c'est de mettre un peu. Ça l'est Ah, totalement. C'est ah, à la c'est fois beaucoup. totalement social et totalement personnel. Comme on avait dit lors de l'épisode sur la colère, qu'on avait parlé des émotions, pour vivre de la honte, et comme tu l'exprimais très bien, tu as besoin du regard des autres. C'est-à-dire que c'est l'autre qui va te renvoyer quelque chose qui va déclencher chez toi de la honte. Sauf que c'est aussi très personnel parce que justement, on ne vit pas la honte tous de la même façon. Et que même parfois, on peut vivre de la honte sans qu'il y ait personne autour de nous. Alors tu vas me dire, mais tout à l'heure tu viens de dire qu'on avait besoin du regard des autres pour vivre de la honte. Oui, mais c'est parce que quand on vit de la honte tout seul, le regard de l'autre, c'est notre propre regard que nous posons sur nous-mêmes. C'est comme si on se détachait de nous pour pouvoir s'auto-juger. Et parfois, on peut se trouver honteux d'avoir fait quelque chose alors que ça n'a rien déclenché autour de nous. On peut même se sentir honteux d'avoir éprouvé de la honte. Et je te partageais tout à l'heure l'histoire d'un ami qui, quand il était au collège et au lycée, c'était toujours lui le plus petit de la classe. Et justement, les gens le taquinaient là-dessus et tout, et il se sentait un petit peu honteux d'être le plus petit, que les autres soient tout le temps en train de devoir l'aider, parce qu'il y avait des choses dans sa classe qui étaient pas à sa hauteur, donc il fallait qu'il demande de l'aide et tout ça. Et en fait, à un moment donné, en grandissant, il s'est rendu compte que ben, d'être tout petit, ça a aussi des avantages. Par exemple, t'es pas obligé d'être tout le temps penché pour ramasser les choses qui sont au niveau du sol. Ou alors t'es moins obligé d'être penché. Tu vois, moi, ma conjointe est plus petite que moi, et dans la cuisine, elle a tout mis au ras du sol. Ça fait que moi, je suis toujours plié en deux quand je veux faire de la cuisine, alors que elle, non, ça va, c'est correct, quoi. Et elle va râler quand je mets les trucs trop haut. Mais voilà, donc lui, il a vécu de la honte, de s'être senti honteux parce qu'il était tout petit, tu vois. D'accord. Donc, donc voilà, hein, tu avais raison de commencer ça en demandant si c'était pas un petit peu les deux. La deuxième chose que je te propose, on va aller sur une deuxième démystification. Donc non, la honte n'est pas une émotion qui se vit tout seul dans son coin. Et non, la honte n'est pas une émotion qui se vit forcément qu'avec les autres. C'est à la fois totalement l'un et totalement l'autre. C'est donc social et personnel. Bon, deuxièmement, tu as très certainement vu que tu as trois enfants, hein. Ça on l'avait jamais dit, trois beaux garçons en plus, qui ont l'art et la manière de bouger toute une maison à eux trois. Ils sont extraordinaires. Justement, ça. Et peut-être que ça t'est déjà arrivé quand l'un d'entre eux faisait une bêtise et que c'était une bêtise très grave, de lui dire tu devrais avoir honte, tu vois. Ou alors t'as peut-être entendu déjà quelqu'un faire une réflexion, par exemple une jeune fille qui vient à l'église avec des vêtements assez courts et quelqu'un qui lui dirait, qui te dirait ah elle a pas honte de s'habiller comme ça, tu vois. Est-ce que c'est des expressions que t'as déjà entendues ou que t'as déjà utilisées? Et, pour mes enfants, effectivement, c'est des expressions que j'ai déjà utilisées. Probablement que je ne me rendais pas compte forcément de l'impact que ça peut avoir sur mes enfants. Mais comme tu disais tout à l'heure, on l'entend tout le temps, cette expression. Donc, du coup, c'est devenu j'allais dire dans les mœurs. Donc, c'est des choses qu'on répète. Alors c'est marrant parce que Effectivement. je constate que tu as déjà un pas de recul en te disant j'ai peut-être eu tort de... Parce que justement, ma question c'est est-ce qu'on a raison d'utiliser ces expressions de cette façon-là ou pas, d'après toi? J'imagine que non. J'imagine que, enfin, de créer une honte à son enfant qui n'est pas forcément réelle, je pense que ça le met dans une position peut-être un petit peu délicate pour son âge, alors qu'il n'y a peut-être pas de raison d'avoir honte pour ce qu'il a fait.
Et le mot est peut-être mal choisi, par contre. Et est-ce que tu sais d'où ça vient ces expressions-là? Non. T'en as aucune idée? Bah, je te dirais que c'est parce que c'est nos parents qui les ont Oui. utilisées à l'école, on les entendait, donc on les répète, mais d'où elles viennent, non, je connais pas l'origine de ces expressions. Non. Eh ben, en fait, c'est assez simple, cette façon d'utiliser la honte, ça a un caractère très religieux. Donc ça vient de notre passif D'accord. religieux, du fait d'être dans une société où là, il faut pas oublier que chez nous, le christianisme a quand même eu un impact assez important. Et le problème, tu vois, comme tu disais, c'est pas le fait de transmettre de la honte, c'est tout simplement le fait que lorsqu'on utilise cette expression, on se trompe complètement. Parce que quand un enfant fait une bêtise, c'est pas de la honte qu'il devrait ressentir, c'est de la culpabilité. Et ce n'est pas du tout la même chose. C'est vraiment deux émotions complètement différentes. Et la dernière fois, quand on a fait notre belle émission sur les émotions, je t'avais sorti une définition du dictionnaire de psychologie qui t'avait un petit peu perturbé. Du coup, je me suis dit, je vais t'en ramener une autre, encore plus perturbante. Oh, c'est gentil. Donc, celle-là aussi, il faut bac+12 pour la comprendre, c'est ça? Alors, pas forcément bac plus 12. Faut avoir déjà lu des citations de psychanalyste, parce que c'est D'accord. une citation, alors je sais pas lequel des deux c'est, mais c'est Albert Sicone et Alain Ferrand. Tu vois, c'est une citation que j'ai sortie de ce livre-là. Ok. Ouais, tu sens le livre austère. Ouais. Que tu as vachement envie de lire, quoi. Il est très très bien, pourtant il est très très bien. Alors, on différencie classiquement la honte et la culpabilité en fonction des rapports qu'elles entretiennent avec les instances psychiques. Jusque-là, ça va? Il y aurait pu y avoir des mots plus simples, mais ça va. Parfait. Donc si ça va, c'est bon. La culpabilité exprime une tension entre le moi et le surmoi à partir de la transgression affective ou fantasmée d'un interdit. La honte signe plutôt une situation de tension entre le moi et l'idéal du moi. Elle témoigne de l'échec du moi au regard de son projet narcissique. Dans la honte, le moi n'est pas fautif, mais indigne. Ah bah, tu sais quoi, je m'attendais à pire, mais en fait, ça va. Faudra juste que tu me dises ce que tu entends par sur moi. Que ça, je le comprends pas. Mais sinon, elle est claire, tu vois, je l'ai compris. En fait, la fin résume très très bien la pensée. Ce qu'il faut comprendre dans cette définition-là, le surmoi, ça correspond en fait de façon très simplifiée, parce que c'est un peu plus complexe, hein, et puis les psychanalystes pourraient me dire que je fais un raccourci incroyable, mais comme je ne suis pas psychanalyste, moi je fais de la psychologie humaniste, ça va, ça me dérange pas trop, même si j'aime beaucoup lire Freud. Le surmoi, il faut que tu considères ça comme l'instance supérieure qui est le siège du code moral, tu vois. C'est l'instance qui, dans ton esprit, te dit ça c'est correct et ça c'est pas correct. Généralement, c'est transmis par les parents, bien que justement les travaux de Piaget et d'autres psychologues comme Kohlberg ont montré que la moralité d'un enfant, au bout d'un moment, elle se détache de ses parents pour s'attacher à celui du groupe auquel il appartient, et que petit à petit, en fait, on se forge notre propre code moral. Mais ce que ça veut D'accord. dire, pour revenir à la définition, c'est tout simplement que la culpabilité, en fait, elle va se déclencher quand il va y avoir une tension entre ce que tu viens de faire et ton code moral, et parce que tu viens de le transgresser ou que tu as fantasmé une transgression. C'est là que tu vas vivre de la culpabilité. C'est-à-dire, t'es pas obligé de commettre un crime pour vivre de la Ouais. culpabilité. Tu peux tout simplement te sentir coupable. D'ailleurs, souvent, on a cette expression qu'on utilise un petit peu maladroitement, des plaisirs coupables.
Tu vois, c'est les choses que tu aimes et que tu n'oses pas trop avouer que tu aimes parce que tu sais que les gens autour de toi n'apprécient pas du tout. Comme par exemple Space Jam. Moi, c'est un film que j'aime beaucoup et je sais que beaucoup de gens le considèrent pas comme un bon film. C'est un plaisir complètement coupable. Mais tu vois, voilà, ça c'est de l'ordre du fantasme. Ça veut dire que concrètement, tu n'as rien fait de mal, mais tu es dans une sphère où tu pourrais transgresser. Alors que Par la honte, rapport à ton propre code moral, quoi. par rapport à ton propre code moral, la culpabilité, elle a toujours rapport à son propre code moral. Et j'aurais même tendance à te dire que c'est préférable que face à une bêtise, un enfant vive de la culpabilité que de la honte. Parce qu'on sort plus facilement de la culpabilité, notamment on voit avec tout l'enseignement biblique que la culpabilité, quand tu la reconnais, bah, elle t'est pardonnée. C'est-à-dire que si tu fais l'acte de reconnaître tes fautes et que tu les apportes à la croix, par son sang, Jésus te pardonne ton acte. Donc il y a ce sentiment très très fort face à la culpabilité que il y a la possibilité de réinsertion, de repartir, de seconde chance, tu vois. Alors que dans la définition, tu vois, la honte, elle, ce qu'elle fait, c'est elle t'oppose toi à ta conception de ton idéal de toi. C'est-à-dire que on imagine tous idéalement être une bonne personne, un bon chrétien, un bon père de famille, quelqu'un qui est bien dans la société, ou d'après nos concepts de ce qui est bien. Et en fait, quand tu vis de la honte, c'est que tu te rends compte, ben en fait non, il y a un écart entre toi et ce que tu pensais de toi. Et cet écart, tu vas le constater par rapport au regard des autres. Et souvent, ça va se Ouais. retrouver par rapport à des choses que, tu vois, tu peux imaginer que tu es quelqu'un qui sait bien se comporter en société, qui pose pas de problème, et à un moment donné, alors que tu ignorais que ça se faisait pas en public, tu te cures le nez, et là quelqu'un te fait «Ah, c'est dégoûtant, mais qu'est-ce que tu fais?» Et ben là, ce La sentiment honte. désagréable, ça c'est de la honte. Voilà. D'accord. C'est pour ça que je disais la phrase de fin, excuse-moi, de la citation, elle résume tout. Dans la honte, le moi n'est pas fautif, il est indigne. Donc voilà. Bon, est-ce que c'est correct pour la différence entre la culpabilité et la Oui, honte? parfait. Maintenant, quand on dit qu'une personne est par exemple trop dévêtue, ou... bon, j'ai pris dans mon exemple une jeune fille, mais moi j'ai déjà vu des gens faire des réflexions sur des hommes qui se promenaient en Marcel, tu vois. Ce côté-là, montrer trop de peau, ce n'est pas non plus de la honte. Et on ne devrait pas dire à quelqu'un tu devrais avoir honte, mais on devrait lui dire tu devrais avoir un peu plus de pudeur. La pudeur, c'est cette petite voix dans ta tête qui te dit que quand tu vas aux toilettes, faut fermer la porte. Voilà, ça Ok. c'est la pudeur. C'est mieux. Ouais, voilà. La pudeur, en fait, elle peut avoir une certaine empreinte de la honte, mais elle n'en a pas le côté tragique, le côté traumatisant. La honte, c'est quand même une émotion qui est très forte. Et en fait, faut comprendre que la pudeur, généralement, ce qui va être, ce que tu vas avoir peur, qui va être remis en question, c'est ton estime de toi-même. C'est-à-dire que c'est très lié à ton estime de soi. Si par exemple tu te sens quelqu'un de bien dans ta peau et tout ça, tu t'attends à avoir un certain regard des autres sur toi. Et justement, la pudeur va te... Si ta pudeur, elle est atteinte, eh ben c'est ton image de toi qui est atteinte. Dans la culpabilité, ce qui est souvent atteint, c'est ton image de toi, parce que tu as transgressé ton code moral, mais aussi le sentiment d'attachement aux autres. Le fait que d'avoir transgressé ça, potentiellement, ça pourrait faire que les autres t'aimeraient un petit peu moins. Et dans la honte, ben, tu vas avoir aussi cette étape par rapport à ton estime de toi. C'est-à-dire que ton estime de quand tu constates qu'il y a un écart entre ce que tu croyais être de toi
et ce qui est vraiment toi, bah, ton estime, quelque part, elle en prend un coup. Mais aussi, tu as l'impression que parce que, justement, ton estime de toi, elle est plus petite, elle est plus faible que ce que tu pensais, l'autre, il va te rejeter, quelque part. Et il y a une troisième dimension qui va venir se rajouter, c'est par rapport au sentiment d'appartenance, c'est le fait que tu peux avoir une impression d'exclusion du groupe. Et la honte, à son format la plus extrême, justement, c'est le sentiment d'être exclu de toute société. Et c'est là où la honte, elle a quelque chose d'un peu spécial, parce que euh, elle peut donner l'impression d'une exclusion, mais l'exclusion provoque aussi de la honte. Tu comprends? Il y a une espèce D'accord, de eh oui. cycle. Il y a un cycle Oui, qui c'est est... un cercle vicieux. Ouais. Oui, en permanence. Donc, du coup, c'est pas toujours évident à pouvoir naviguer avec cette émotion-là. Euh, Surtout si on la mélange en plus avec de la pudeur et de la culpabilité, qui sont bel et bien deux émotions complètement différentes, quoi. oui, oui, parce que il faut savoir que, alors, tu vois, par exemple, j'ai dit pour la pudeur, c'est la peur de perdre de l'estime pour soi-même. La culpabilité, c'est la peur de perdre de l'estime pour soi-même, mais aussi la peur excuse-moi, de perdre l'affection de tes proches. La honte, c'est la peur de perdre de l'estime pour toi, l'affection pour les autres, mais aussi d'être exclu. Les trois sont reliés à la peur d'une certaine façon. Et tu te souviens que lorsqu'on a parlé des émotions, je t'avais justement dit qu'il y avait une théorie qui disait que les émotions primaires étaient, je veux dire, servaient d'essence pour créer les émotions secondaires. Bon, bah, dans toute cette dynamique pudeur, culpabilité, honte, on retrouve la résonance de la peur qui est là. Ok? Bon, on va terminer avant de Yes. passer à la troisième, à la deuxième partie, parce que bon, avant de faire la troisième, il faut faire la deuxième. J'ai une dernière question pour C'est toi. mieux. Comme ça, à chaud, Ok. même si t'as le pitch qui t'a été un petit peu vendu, mais comme ça, à chaud, d'après toi, la honte, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Est-ce que c'est une... Eh ben, franchement, je ne saurais pas trop dire si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Je dirais que c'est surtout la manière comment on l'utilise peut-être, la honte qui peut être une bonne chose. Mhm. Et si on l'utilise mal, enfin les émotions liées à la honte, ça peut être une mauvaise chose. La façon dont on se comporte peut... c'est plus la manière de se comporter qui est bonne ou mauvaise et pas forcément l'émotion en elle-même. Non. Oui, 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 effectivement, tout à fait, mais il y a dans la honte des choses qui peuvent être mauvaises et des choses qui peuvent être très bonnes. Ce qui est mauvais dans la honte, c'est tout le côté exclusion. Sentiment de vouloir disparaître, de vouloir... ça, c'est très par rapport à la honte, de vouloir cacher, tu vois. Euh, Ouais. souvent, ça peut arriver que des enfants vivent la honte de leurs parents parce que justement les parents avaient honte de quelque chose qui s'était passé dans leur histoire et qu'ils l'ont toujours caché aux enfants, tu vois. Euh, voilà, il y a un caractère transmissible dans la honte qui peut être assez mauvais. Il y a quelque chose qui peut être de l'ordre de la transmission. Tu vois, bah, ça je l'ai dit, c'était transmissible. Mais je veux dire, tu peux, c'est pas de la transmission, mais tu peux euh, obliger quelqu'un à grandir, à se développer dans la honte. Euh, c'est par exemple quelque chose et on reviendra dessus dans la troisième partie, qui est assez terrible à voir dans les cas où des personnes ont eu affaire à un abuseur. C'est que techniquement, celui qui devrait vivre de la honte par rapport à ce qu'il fait et de la culpabilité, c'est
l'abuseur et l'agresseur, et pourtant il réussit très très bien à le transmettre à sa victime, et même certains vont s'en servir pour manipuler leur victime. Surtout quand on parle de quelqu'un qui est très très proche, quel que soit le type d'abus, hein. Mais voilà, la honte, on peut se la faire transmettre. Bon, on va voir dans la troisième partie que ce n'est pas une fatalité. C'est pas parce que on a vécu un traumatisme, parce que souvent la honte est rattachée. Tu vois, par exemple, quelqu'un qui peut être frappé par une maladie comme le cancer peut se retrouver à vivre de la honte. Et ça, c'est un de ces mauvais caractères à l'émotion. Mais la bonne nouvelle, c'est que toutes ces hontes-là, toutes complètement, elles peuvent être transformées en bonne honte et on peut passer au travers. Et on peut s'en sortir. La honte, c'est une émotion qui est essentielle, c'est quelque chose de très bon. Tu vois, par exemple, Cyrulnik a écrit un livre qui s'appelle Mourir de dire, la honte, dans lequel à un moment donné, il donne, je pense que c'était dans une entrevue où il expliquait que une personne qui ne vit pas de honte, c'est c'est un pervers, quoi. C'est quelqu'un qui n'est centré que sur lui-même. Et le fait de vivre de la honte, ben ça a quelque chose de rassurant parce que ça te dit que bah non, t'es un être humain normal, tu vois. Ah oui, Donc c'est ça. en ça c'est une très bonne chose. L'autre bonne chose de la honte, c'est que elle se vit en société, qu'elle a des impacts sur la personne qui vit cette émotion, mais aussi sur la société. Et ça, on va en parler dans la deuxième partie et dans la troisième partie plus précisément. D'accord? Très bien. Bon, je te propose qu'on passe donc à notre deuxième partie. On va faire juste une petite pause et on revient tout de suite. Bon, allez, on passe maintenant, comme je disais, à la deuxième partie. On va tenter d'amener une définition un petit peu plus, euh, comment dire, plus profonde sur ce qu'est la honte. Et il y a un texte que j'aime bien utiliser dans la Bible pour parler de cette émotion. C'est le texte de Genèse 3. Alors, si tu vas en Genèse 3 à partir du verset 6 jusqu'au verset 7, est-ce que tu pourrais me lire ce passage, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Alors, la femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent, et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble, et ils en firent des ceintures. Vas-y, lis le verset Ouais. suivant. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Ok, dans ce passage-là, on a parlé de trois émotions dans la première partie, la pudeur, la culpabilité et Ouais. la honte. Euh, lesquels tu repères, là ou lesquels repères-tu dans ce texte? Alors, je dirais verset 7, quand ils prirent conscience qu'ils étaient nus et que du coup ils se mettent des feuilles de figuier et ils font des ceintures avec, c'est de la pudeur. Mhm. Et un peu plus loin, quand ils se cachent de l'Éternel, c'est de la culpabilité. Et ben, j'arriverai pas à trouver la honte Ok. dans le passage. Pardon? J'ai dit ok, ok, ok. Ok. Toi, tu trouves de la culpabilité. Quand ils se cachent, pourquoi ils se cachent? Parce qu'ils ont peur. Euh, oui, ça peut être de la peur, mais comme tu m'as parlé de trois autres émotions, du coup, je ne l'ai pas intégré. J'ai dit, Effectivement, ils peuvent se cacher parce qu'ils ont peur de Dieu. Ouais, je t'avais dit là où les émotions parmi les ouais, trois. mais pour moi, je les avais. Tu Je pensais que tu parlais des trois émotions qu'on a parlé, toi, tu pudeur, cherchais les trois. honte. Je n'ai pas entendu, pardon. J'ai dit, toi, tu cherchais les trois. Bah oui, Ouais. tu en veux.
Ah, enfin, en tout cas, je perçois pas de honte dans les versets. Bon, bah écoute, euh, effectivement, peut-être que je t'ai piégé un petit peu. La honte, elle est tout simplement au verset de 25 de Genèse 2, si tu peux y aller. Fais pas lire les bons versets. Tu m'as dit 25-2, enfin 2-25. 2, 25. Alors, l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient pas honte. Voilà. D'accord. Ça, c'est l'état des lieux au début. Ok, dans le jardin d'Éden, l'état des lieux au Oui. début, c'est l'homme et la femme, ils sont tout nus et ils n'en avaient pas honte. Plus loin, dans le passage donc sur la tentation, on voit que l'homme et la femme réagissent par rapport au fait qu'ils étaient nus. Jusqu'à présent, ils se promenaient tranquillement, très aérés, tout ça, ça ne leur posait aucun souci. Ils s'étaient observés plusieurs fois, tous les deux, et ils n'avaient aucune difficulté avec cela. Ils goûtent le fruit de la connaissance du bien et du mal, et là, il va se produire quelque chose, et comme tu le disais, puisque ça passe par ils prirent conscience, leurs yeux s'ouvrirent, ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Alors, le fait d'être nu et d'utiliser des feuilles de vigne pour se cacher, ou plutôt pour s'habiller, ça pourrait être considéré comme de la pudeur. Voilà. C'est l'arrivée de la pudeur. La question, c'est comment cette pudeur arrive là, vu que jusqu'à présent, ça ne semblait pas du tout poser de problème. Eh ben, c'est la honte. Euh, D'accord. on a dit que la honte était une émotion sociale. Or, le Jardin d'Éden, c'est la toute première société, bien qu'elle n'était composée que de trois, alors je ne veux pas dire trois individus, de deux individus et d'une divinité, c'est-à-dire Dieu lui-même, et Adam et Ève. Ok, donc on a une société de trois individus. Non, je redis, je redis trois individus. Non, mais c'est pas évident. C'est le fait que tu as trois, on pourrait dire trois entités. Voilà, comme ça fait, ça, c'est moins perturbant. Mais effectivement, tu as trois entités dans ce jardin d'Éden, Adam, Ève et Dieu. À la base, le serpent fait pas partie de sa société. C'est un intrus. Ok. Et le serpent, il va se faufiler dans cette société dans l'objectif de la dynamité. C'était vraiment ça qu'il voulait. C'était son plan hein, à la base. Il s'est pas dit tiens je vais passer, dire un petit bonjour, faire un petit barbecue. Non non, son idée à la base c'était d'arriver et de dynamiter les choses afin de faire capoter. Capoter, c'est du québécois, ça nos amis québécois vont le comprendre, mais afin de détruire cette société qui était pourtant tellement idéale, puisque à la base, Dieu regarde l'homme et la femme dans le jardin d'Éden, et après leur avoir dit qu'ils pouvaient manger de tout, sauf de l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal, et ben, il constate que c'était bon. La création était bonne. Ok. Bon. Euh, on a aussi vu qu'il y a le fameux caractère que leurs yeux s'ouvrirent. Donc les yeux s'ouvrent, et d'un seul coup, il y a une prise de conscience de cette nudité. Et souvent, quand on parle de nudité, dans ce texte-là, on ne la dépose que sur le caractère physique. Ok. Sauf que moi, quand je dis ça, j'ai du mal à saisir comment deux individus qui jusqu'à présent, alors peut-être que tu as la réponse toi, deux individus qui jusqu'à présent se promenaient tout nus, s'étaient vus sous toutes les coutures, comment est-ce que d'un seul coup ils peuvent être gênés d'être nus l'un face à l'autre?
Ouais, c'est ça, ça a pas enfin, c'est curieux. Soit on définit que être nu, c'est mal, puisque on parle de la connaissance du bien et du mal, mais je pense pas que le verset veut en venir là. Non, surtout que ça a l'air très traumatisant, parce que c'est la première chose qui les préoccupe. Donc, tu Ouais. sais, c'est là où je dis, ça peut ressembler à de la pudeur, mais il y a potentiellement quelque chose d'au-dessus, parce que ça semble tellement les omnubiler qu'ils ne font rien d'autre que de chercher à cacher cette nudité. Et je pense que c'est Dieu. Est-ce que ça peut être lié à ce que le serpent leur dit sur le fait qu'il serait, enfin on l'a pas lu, mais un peu plus tôt, c'est dit Ça- que Oui, il oui, serait l'égal de Dieu. c'est ça, tout à fait. C'est là où je m'en allais. Il y a deux choses qui peuvent susciter ça. La première, c'est de se rendre compte à ce moment-là que parce qu'ils ont l'arbre, ils viennent de manger le fruit de la connaissance du bien et du mal, et donc c'est peut-être la rencontre avec le fait de voir l'autre nu et toutes les fantasmes qui peuvent naître à l'intérieur de l'esprit de l'individu. Donc il y a peut-être un peu de ça, mais il y a surtout, je pense, et ça c'est un avis qui est très personnel, le fait que, comme tu le dis, le serpent leur avait dit qu'il serait, il avait dit à Ève, plus précisément, qu'elle serait comme Dieu, et que si Dieu voulait pas qu'ils mangent de ce fruit, c'est parce que Dieu savait très bien qu'ils deviendraient comme eux. Et ce qui est très intéressant dans le texte que tu as lu, c'est que c'est écrit, elle en donna à Adam qui était avec elle. Donc, on peut se dire potentiellement, Adam, il n'était pas très loin de la discussion entre Ève et le serpent, et donc il a potentiellement entendu, et en tout cas, il était certainement assez proche pour empêcher Ève d'en manger, mais non seulement il ne l'empêche pas, mais en plus il la suit, et donc on est dans cette attente de devenir comme un dieu, et la nudité fait qu'au final ils se rendent compte bah, que non, ils sont juste nus. Et c'est un peu comme ça résonne avec ce passage de Job, où Job va dire je suis né nu comme un ver, je mourrai nu comme un ver. C'est-à-dire, je suis venu au monde avec rien, je repartirai avec rien. Et c'est ce sentiment, en fait, de rien. De rien de. Et c'est là où, tu vois, on parlait tout à l'heure du moi idéal. Donc, de cette conception d'être comme des dieux. Si tu regardes la société autour de nous, si tu t'intéresses aux fictions, aux œuvres comme ça, tu te rends compte, même dans certains caractères de la science, qu'il y a une certaine, il y a un certain fantasme de l'homme. D'ailleurs, on va utiliser cette expression, on va dire que l'homme il joue à Dieu dans certaines de ses créations, quand on parle de clonage, quand on parle de sujets comme ça. Donc, il y a quand même en l'être humain une espèce de fantasme, d'idéal de quelque chose qui est plus grand, qui est plus merveilleux. Et quand j'étais à l'université, ce qui me fascinait, c'était de discuter avec des gens qui se réclamaient complètement athées, mais qui fantasmaient, tu vois, cette espèce de grandeur, d'être de toute puissance, de, de, de choses qui, à un moment donné, ben, tu finis par te rendre compte que, ben non, on n'est que des êtres humains. Et donc la honte, tu vois, elle a ceci de très intéressant, c'est que c'est une émotion qui te rappelle que tu es un être humain. Tu vois, ça c'est... Ce serait ça. Ouais, c'est Ils un... se seraient rendus compte qu'ils n'étaient pas du tout l'égal de Dieu en mangeant le fruit et ils ont eu honte. Ils ont eu honte. Et d'ailleurs, tu parlais de la culpabilité, mais on voit que la peur est présente. Donc la peur, la honte, on disait tout à l'heure que justement il y avait cette couleur de la peur. Tu vois que justement la culpabilité, tu la sens pas chez Adam. Parce que quand tu lis la suite du texte, quand Dieu finit par les trouver, et que il va leur dire mais qui vous a dit que vous étiez nus? Et Adam va lui répondre, c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a obligé à manger du fruit.
Donc il se sent pas coupable, lui, il rejette littéralement la faute sur Dieu, quoi. La femme, elle, va rejeter la faute sur le serpent, mais quelque part, c'est quand même moins grave, parce que c'est un peu vrai. C'est-à-dire que le serpent l'a tenté, tu vois. Mais Personne aucun des n'assume, deux... quoi. Non, non, aucun des deux s'assume. C'est là où tu peux dire, la culpabilité, il me semble qu'elle est peut-être pas présente dans le texte, parce Ça. que, et ça c'est, tout à l'heure on parlait des effets néfastes de la honte, c'est une dévoreuse d'émotions. La honte, c'est D'accord. une émotion qui prend tellement de place qu'elle peut littéralement englober toutes les émotions qui étaient là et les faire disparaître. D'accord. C'est pour ça que je te dis, dans le texte qu'on a lu, on peut sentir de la pudeur, on peut se dire il y a peut-être un peu de la culpabilité, mais on sent bien que c'est la honte qui a pris toute la place. Et c'est pour ça que c'est si important que l'auteur l'ait précisé en Genèse 2.25, le fait qu'à l'époque, la honte n'était pas là. Parce que la honte, c'est cette émotion qui te ramène au fait que tu es un simple humain. Ok? Ouais, ça marche. D'ailleurs, Alors, c'est peut-être un peu la première émotion qu'on retrouve dans la Bible, non? Enfin, c'est tellement parlé tôt qu'il doit y avoir quand même un caractère important, peut-être. oui, 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 tout à fait. Oui, tu as tout à fait raison. Euh, Ben parce que justement euh, la fameuse première tentation, elle va se jouer sur le lien entre, ou plutôt la place de la créature par rapport au créateur. C'est la créature qui veut devenir l'égale du créateur. Tu comprends? Et la D'accord. Eh oui. honte est cette émotion qui ramène la créature à sa place. Donc, D'accord. au Eh oui. final, on parlait tout à l'heure de... Quand on parlait de la honte, je te disais, la honte, c'est la peur de perdre de l'estime pour soi-même. C'est la peur de perdre l'attachement, l'affection plutôt, excuse-moi, qu'on a aux autres. Et enfin, c'est la peur de la perte de l'attachement, donc de se sentir exclu. Faut savoir que y a des livres très intéressants sur le sujet, comme par exemple celui-ci. Bah, comme d'habitude, de toute façon, je vous le mettrai. Bon, ça c'est Serge Tisseron. On avait vu la dernière fois les mensonges et vérités sur les émotions. Celui sur son travail sur la honte est un petit peu plus dur à digérer parce que c'est du travail de recherche psychanalytique. Mais lui, il va se servir de ces 3 points que je t'ai nommés pour expliquer qu'on a là 3 piliers importants à l'identité. Donc, par exemple, si je te demande de définis-toi en 3 4 mots, qu'est-ce que tu dirais de toi? Et bah, je dirais, je sais pas, moi je m'appelle Greg, j'ai 38 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants. Euh, Bon, voilà, arrête-toi là. ça fait Tu trois vois. quatre mots, quoi. Voilà. Tu vois que dans ta définition de qui tu es, la première chose que tu vas faire, c'est donc tu vas préciser des affaires comme ton âge et tout ça, mais bon, ça c'est des choses qui vont évoluer au fil des années, hein. L'âge, chaque année, tu seras pas toujours 38 ans. À un moment donné, tu seras 42, 45. Effectivement, c'est Mais ça. par contre, tu vas très vite sur je suis marié, j'ai des enfants. En fait, on se rend pas forcément compte, mais quand on se définit, on a tendance à se définir par rapport à quel groupe on appartient. Donc par exemple, si je t'avais laissé continuer, D'accord. tu m'aurais peut-être dit que tu étais chrétien, que tu travaillais à Monaco, dans telle société, etc., etc. Ça, c'est un pas que tu fais vers un groupe d'appartenance pour te définir. Mais la Oui. première chose que tu as dit, c'est je suis marié et je suis papa de 2 enfants. Ça, c'est un pas de recul. C'est-à-dire que tu as dit j'appartiens à la famille Fauché, Ouais. mais dans cette famille-là, c'est moi le père. C'est-à-dire que D'accord. il y a ce Je pas me d'avant. place. Voilà, tu te déplaces vers l'autre pour
fusionner avec eux, tout en étant dans un pas de recul pour te différencier d'eux. Tu n'es pas Ethan, ton fils, tu n'es pas le fils, tu n'es pas Kate, ta femme, tu es Greg, le mari. Tu vois. Et D'accord. on peut faire ça sur tous les points. Tu vois, par exemple, tu pourrais dire je suis chrétien et je travaille dans la relation d'aide. Donc, je suis chrétien, je m'approche pour appartenir à un groupe, tout en Ouais. m'excluant pour dire je suis chrétien, mais pas comme tous les autres chrétiens. Tu vois. D'accord. Pourquoi je te dis ça? Parce que là, tu te rends bien compte que, du coup, pour te définir toi, tu as besoin de Les deux autres. choses. Tu as besoin de toi et Ouais. des autres. Oui, et les autres. Mais il te faut toi. Ouais. Ça, Ah c'est- oui. Du coup, si je t'attaque toi, donc ton estime de toi, ok, pour les psychanalystes, ils vont te parler du narcissisme, c'est-à-dire l'amour que tu as pour toi-même, ok. Si j'attaque ce pilier-là et que je l'ébranle, eh ben potentiellement, tu peux te retrouver à rediscuter toute ton identité. Le problème, c'est que la honte, elle ne fait pas qu'attaquer ce pilier-là, elle attaque les autres. Puisque si je me remets en question par rapport à mon idéal de moi, je me serais vu comme un père de famille idéal, et un jour, un de mes garçons me dit bah, tu sais, papa, comme père, t'as fait ce que t'as pu, mais c'était pas extraordinaire, tu vois. Bah, d'un seul coup, tu vois, Eh ma oui. conception de moi-même peut s'effondrer complètement. Peut-être que je peux arriver à me remettre en question, mais peut-être pas forcément. Mais si en même temps, ton fils finit par te dire, puis tu sais, la relation avec toi c'était vraiment dur, puis parfois j'avais l'impression de pas appartenir à cette famille, bon bah là tu vois, paf, t'as les trois Eh piliers qui se ouais. font attaquer. Là, tu te remets en question, tu réfléchis à tout ce que tu as fait. C'est ça. Et c'est pour ça, personnellement, que je pense que parfois la honte peut devenir l'identité d'une personne. Et Si je crois ce que dit mon fils, j'ai honte d'être un père, ça se transforme en j'ai honte d'être ouais, marié, tout ce que j'ai fait, je l'ai mal fait, je veux plus sortir, etc., etc. tout à fait. Tout à fait. La honte est extrêmement liée à la définition que l'individu va donner de lui-même, à sa définition d'identité. Du coup, c'est pour ça, par exemple, que la honte se transmet si facilement. Notamment quand ça vient des parents ou de personnes pour qui on a beaucoup d'affect. Parce que, justement, si dans ta famille, il y a un secret qui est là, et qu'il ne t'est jamais expliqué, tu peux te dire si on me l'explique pas, c'est parce qu'ils en ont honte. Comme je fais partie de cette famille-là, la honte fait partie de moi. Il y a quelque chose de honteux dans ma famille. Et c'est là où le truc est assez fou, parce que des fois, tu peux t'attacher une honte alors qu'il n'y a pas de honte à la base, à l'origine. Par exemple, je te donne un exemple tout simple. Euh, un papa ou un couple qui vit par exemple avec l'un des deux qui tombe malade et l'autre ne veut pas affoler les enfants, donc il cache la chose pour pas affoler les enfants, et les enfants se disent tiens, il y a quelque chose qui est caché là. Ah, c'est peut-être parce que maman elle a fait quelque chose de grave. C'est peut-être pour ça que ou papa, hein, selon celui qui est malade. C'est pour ça qu'on ne nous le dit pas, et du coup, ils se mettent à vivre de la honte. D'accord. Ok. Ouais. Bon. Euh, Est-ce qu'on a dit tout ce que je voulais dire par rapport à la honte? Est-ce qu'on a fait le tour? Toi seul le sais. Il y a une dernière chose que je voulais aborder. La honte, elle a une dimension assez spéciale. C'est que elle se vit toujours sur deux axes. Ok. Le premier axe, c'est l'axe actuel. La honte que tu vis au moment T. Le deuxième axe, est-ce que tu te doutes duquel c'est? Passé?
comment tu as vécu la honte par le passé. Ça te ramène à un événement passé, peut-être? Ou, tout à fait, c'est là l'axe historique. C'est-à-dire, c'est pas un événement, mais ça serait plutôt à toutes les hontes que tu as vécues dans ton passé. Si bien que si quelqu'un t'a appris à bien vivre, à bien gérer la honte, bah, concrètement, tu passeras plus facilement au travers de tes hontes passées. Mais si tu as vécu avec quelqu'un qui a passé ton temps à te dire que tu n'étais qu'une honte, ben ça va être plus compliqué. Sauf que là, une fois de plus, attendez la troisième partie, on va revenir dessus et on va parler de tout ça. Bon, je te propose. Oui, tu voulais dire quelque chose? Bah ouais, j'ai une petite question. Moi, du coup, enfin, je sais pas si tu vas en parler dans la troisième partie, mais par rapport à ce que tu disais, les piliers, est-ce qu'une l'estime de soi euh, influence la honte? C'est-à-dire, si par exemple tu disais, enfin, moi, je suis sûr de moi, donc j'ai pas honte, tu vois? Euh, oui et non. Dans le sens que, effectivement, avoir une bonne estime de soi, ça fait qu'on a un pilier qui peut paraître solide. Le problème, c'est que, comme je te le disais, il y a trois piliers. Donc, par exemple, si tu es quelqu'un qui a une bonne estime de toi, mais qui juge ton estime par rapport au regard des autres, tu vois, par exemple, Mhm. si à un moment donné tu deviens un influenceur sur Instagram et qu'avec tes photos tu touches des millions de personnes et que le fait que ces personnes like et apprécient et aiment tes photos font que finalement tu as une très bonne estime de toi, parce que ça c'est un des points très positifs des réseaux sociaux, le fait de permettre à des gens de rebondir par rapport à leur estime. Mais le problème, c'est que si j'attaque justement le pilier de ton attachement et de l'affection que tu as pour les autres, ben je peux t'ébranler. C'est pour ça, par exemple, que tu Oui. peux te retrouver avec des youtubeurs ou des influenceurs qui vivent très mal les fameux pouces vers le bas. Moi, il y a un youtubeur que je suis, c'est fascinant parce que sur ses vidéos, il peut avoir 200, 300 pouces vers le haut, mais dès qu'il y a 5 ou 6 pouces vers le bas, il est en panique, quoi. D'accord. Oui, Bah, mettez des pouces vers le haut, alors. on va en profiter. Pensez à Greg, mettez des pouces vers le haut. C'est ça, moi, sinon, je vais assez mal le vivre. Donc ça va dépendre de comment justement ton identité elle est construite sur ces trois piliers. Il faut vraiment D'accord. comprendre que on n'est pas tous égaux sur ces piliers. Il y a des gens qui ont par exemple une très mauvaise estime d'eux, mais qui sont capables de faire face à beaucoup d'épreuves dans la vie parce que ils ont un attachement et une affection qu'ils reçoivent de la part des autres qui est à toute épreuve. C'est d'ailleurs le principe de résilience énoncé par Cyrulnik, le fameux tuteur de résilience, c'est le fait que tu utilises l'amour des autres pour rebondir. Quelqu'un qui D'accord. se sent appartenir très fortement à un groupe et avoir un attachement très, très fort avec ces gens-là peut faire face à beaucoup de choses. Et d'un autre côté, ça peut être aussi pris à revers, tout simplement parce que si justement la honte est provoquée par les gens de ce groupe auquel tu sens appartenir, ça peut être pris très violemment, quoi. Tu comprends? Donc, D'accord. c'est pas facile. C'est pour ça que je disais, il y a quelque chose de très personnel dans la honte. Il ne faut jamais Oui. mépriser une honte vécue par quelqu'un. Même si nous, ça nous paraît trois fois rien. Oui, mais Ouais. tu sais, Mais pour la personne, ouais, voilà. Voilà, tu sais, oui. on n'est pas tous égaux devant la vie. Il y a des choses que certaines personnes vont trouver que il n'y a rien là, peut-être pour vous, mais sachez que vous, il y a peut-être des choses que vous trouvez affolant, et moi ou Greg, on pourrait dire, ben, il n'y a rien là, c'est bon, c'est correct. Eh oui. Oui. Ça. Voilà. Ouais, c'est vraiment notre schéma de pensée, comment on envisage les choses. Et ça, c'est comment on a grandi. Enfin, c'est
notre construction mentale, peut-être, c'est ce que tu disais tout à l'heure, le surmoi, tout ça, qui définit aujourd'hui si j'aurais honte ou pas d'une chose. Oui, alors je suis désolé, ça a saccadé un petit peu, mais Ah, effectivement, non, mais c'est pas grave, je vais résumer, mais effectivement, tu as raison, Greg. C'est la façon dont tu te construis qui fait que tu vas pouvoir plus facilement ou pas faire face à la honte. Effectivement, tu as entièrement raison là-dessus. très bien. Voilà, voilà. Du coup, merci pour ta réponse. Je t'autorise à faire ta troisième partie. Bon, bah parfait. On a l'autorisation de Greg, alors allons-y. Euh, bon, alors, là, on vient de justement décortiquer la honte, de l'expliquer. On a ouvert deux, trois petites portes comme ça sur des sujets qui peuvent être très sensibles. On a parlé du fait qu'on peut se retrouver avec une identité de honte. Alors, la honte, à la base, c'est censé être une émotion. Et quels que soient les événements que vous ayez vécus dans votre vie, sachez-le, vous n'êtes pas une émotion. Vous êtes avant tout un individu. La chose qu'il faut comprendre par rapport à la honte, c'est que dans un premier temps, c'est un peu comme les 12 étapes. La première façon de transformer la honte en quelque chose de bon, c'est de reconnaître sa honte. Il faut être capable de D'accord. la reconnaître. Il faut l'identifier. Il faut être capable de la nommer. J'ai vécu tel événement et c'est ce qui m'a fait que je me suis senti honteux. Il faut être capable de la rattacher à la situation. C'est très important. Faut pas juste dire je me sens honteux parce que je suis petit. Non, il faut être capable de pouvoir le rattacher à des situations. Dans ces temps-là, je me suis senti honteux parce que j'arrivais pas à faire ceci, j'arrivais pas à faire cela, parce que les gens se sont moqués de moi, parce que je pensais que je pouvais faire ceci. C'est là, à ces moments-là, où il faut venir pouvoir rattacher la honte. Ok. Pourquoi est-ce que c'est important? Ben parce que tout simplement, tant que vous n'identifiez pas votre honte, vous êtes son complice. D'accord. Est-ce que tu saisis pourquoi Pourquoi je non, dis... là, il faudrait que tu développes comment on peut être complice de sa honte. Ça veut dire, si on ne comprend pas d'où elle vient, on l'amplifie et on la laisse demeurer. Alors, si tu comprends pas, tu es un complice inconscient, mais tu es un complice aussi un petit peu. Je m'explique. D'accord. Euh, Si tu refuses de fouiller en toi pour voir d'où vient la honte, là tu en es un complice complètement conscient. C'est-à-dire que la honte, la dernière fois on avait parlé de la colère et j'avais dit que la colère c'est une émotion qui se nourrit elle-même. Et le problème de la colère c'est qu'elle se transforme en rancune. La honte, elle dévore, elle nourrit pas, elle dévore et elle détruit petit à petit. Donc, Les autres si, émotions. voilà, si tu la laisses à l'intérieur et que tu ne fais rien contre elle, elle va continuer à exister en toi, à te poser des difficultés, à t'empêcher D'accord. d'avancer. Mais quelque part, tu en es aussi responsable parce que tu la laisses faire. Est-ce que je suis Ok. plus clair? Oui. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu comme exprimé Denis sur la dépression? C'est quelque chose qu'on aime, enfin, on reste dans cet état de. Oui. Alors, je veux culpabiliser personne. Je veux que vous compreniez que je suis pas en train de vous monter du doigt et vous dire ah comment ça vous laissez la honte vous dominer. Non, je suis juste en train de vous dire que c'est important de pouvoir l'identifier parce que si vous ne le faites pas, c'est comme si vous tolériez que quelqu'un continue à vous maltraiter. À un moment donné, D'accord. il faut nommer les choses. Et de toute façon, c'est la première des fameuses 12 étapes des alcooliques anonymes et de tous les autres anonymes. C'est de reconnaître qu'on a un problème. Ici, le problème, il s'appelle une honte.
Ok? Ouais. La deuxième étape, c'est celle que Dieu va tenter d'avoir avec Adam et Ève. Puisque, si jamais tu lisais un peu plus loin dans le chapitre, donc les versets 9 à 10, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Cependant, l'Éternel appela l'homme et lui dit, où es-tu? Mhm. Dieu appelle. Et en fait, c'est Adam qui va finir par lui répondre, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que j'étais nu, alors je me suis caché. Donc c'est là où, toi, tout à l'heure, on pouvait, je te disais par rapport à la honte, on sent qu'elle est dans ce texte-là, parce que Mhm. elle a ce lien, il y a ce lien d'attachement entre la créature et Dieu, et le fait Mhm. d'être nu, Adam a l'impression que ça va déranger Dieu. Ça va ternir la représentation que Dieu a de lui. C'est-à-dire que Adam, D'accord. il pense que Dieu l'aime parce que c'est une créature qui est parfaite, et le fait de se rendre compte qu'il est nu, ben, lui fait croire qu'il est imparfait, et donc il pense que Dieu va l'aimer moins parce qu'il est nu. Ce qui n'est pas forcément logique, puisque Dieu l'aimait à la base. C'était pas Oui. une question de nudité ou pas, tu vois. Euh, Très bien. donc, forcément, la deuxième chose à faire, c'est de pouvoir exprimer sa honte à quelqu'un. Faut en parler. D'accord. Faut en parler. Faut travailler. Faut être le complice d'une personne qui va vous aider à pouvoir faire votre travail sur la honte plutôt que le complice de l'émotion elle-même. Et Très bien. à ce moment-là, il ne faut pas avoir honte de partager sa Sans honte. honte. Ou alors, c'est que vous n'êtes pas en train de la partager avec la bonne personne. Il faut choisir quelqu'un. Et euh, si c'est quelque chose de rattaché à un traumatisme et tout ça, oui, allez voir une personne qualifiée. Vous pouvez toujours nous contacter par Botéo. Ça nous fera plaisir de pouvoir essayer de répondre à vos demandes. Euh, mais il faut savoir que vous pouvez aussi travailler la honte avec des gens que vous appréciez. Si c'est pas rattaché à un traumatisme, si c'est pas lié à de l'abus, à des choses violentes comme par exemple peuvent l'être certaines maladies ou des choses comme ça, si vous vous sentez honteux pour des petites choses, n'hésitez pas à aller voir quelqu'un que vous savez que cette personne a de l'affection pour pouvoir discuter avec. Et il faut souvent essayer de creuser pour pouvoir mettre en évidence tous les, euh, les sentiments que la honte cachait. Puisque comme on l'a dit, c'est une dévoreuse d'émotions. Ok? Donc, si elle dévore les émotions, c'est que potentiellement, dans une situation où la honte est, est présente, ben, il y avait peut-être d'autres choses. Donc, par exemple, dans l'histoire d'Adam et Ève, il y a la pudeur, il y a la culpabilité, et peut-être que l'émotion qui était la plus importante à vivre à ce moment-là, c'était la culpabilité par rapport à ce qu'ils avaient fait. Et Mhm. ce qui va amener justement toute la dureté de la sanction, c'est cette absence de culpabilité, qui va d'ailleurs se retrouver dans la génération suivante, puisque Caïn, littéralement, Oui. alors qu'il vient de tuer son frère, va dire à Dieu, suis-je le gardien de mon frère? Donc on sent cette culpabilité qui débarrasse. Et tu vois, justement, quand tu perds la dimension de ton humanité, la culpabilité n'a plus d'effet sur toi. Et ça peut être Oui. dramatique. Donc, faut se rattacher au fait que parfois, la honte, elle te sauve la vie parce qu'elle te rappelle que tu es humain. Faut pas oublier aussi que la honte, comme on a dit, c'est
une émotion qui s'exprime de façon sociale, ok? Et dans le fait qu'elle s'exprime de façon sociale, il ne faut pas oublier que dans la honte, il y a un rapport à l'autre. Et la honte, elle a cette capacité de faire justement que l'autre, à un moment donné, il va te prendre en pitié. Elle va attirer la bienveillance de l'autre. Parce que quand tu as honte, généralement ça se repère très rapidement quelqu'un qui a honte. Tu sais, il y a les yeux qui se baissent, la personne fuit le regard des autres, elle devient un peu rouge, tu vois, ça s'identifie assez facilement. Donc ça, elle appelle à la sympathie des autres, elle appelle à la sympathie du groupe. Elle appelle à cette sympathie-là, mais elle fait réaliser aussi à l'individu que le comportement qu'il avait, il était peut-être hors norme. Et que à ce moment-là, il faut qu'il se le régule, dans certains cas, pour revenir dans la société. Donc c'est par exemple le fameux exemple de il faut arrêter de se curiner en public. Donc on revient. Justement, la honte permet d'acquérir les normes sociales. En cela, elle est très importante. Mais parfois, on peut ne pas comprendre pourquoi il y a cette norme. Donc c'est là où ça devient de nouveau très important de pouvoir en parler. Et à partir du moment où on travaille les sentiments, on travaille la compréhension de la honte, pourquoi est-ce que je l'ai ressenti, pourquoi est-ce que ce que je faisais comme comportement était problématique ou pas, est-ce que c'est moi qui devrais vivre de la honte ou c'est l'autre. C'est un travail, ça, qu'il faut souvent faire avec les personnes qui ont été victimes justement d'abuseurs, quel que soit le type d'abus, parce que souvent, elles pensent que c'est de leur faute. Euh, tu, tu peux te retrouver avec des personnes, oui, mais si, je l'ai laissé faire. Alors, non, tu l'as pas laissé faire. C'est lui qui t'a manipulé pour continuer à faire. C'est ça, c'est pas pareil. C'est pas du tout la même chose. Donc non, c'est pas toi qui devrais avoir honte. Dans ce cas-là, tu es la victime, c'est l'agresseur qui devrait ressentir ça, et surtout, l'agresseur devrait vivre de la culpabilité. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que avoir de la honte, finalement, c'est comme une façon de s'améliorer? On se rend compte qu'il y a quelque chose qui potentiellement ne colle pas et, Oui, et on tend vers une amélioration de notre image, de notre mais estime de soi, etc. c'est tout à fait l'objectif de la honte. La honte, elle est là pour justement te dire, ah mais ok, si on reprend l'exemple de se curer le nez, ok, la honte, elle te Ouais, dit, elle a une empreinte de la peur. Donc la peur, c'est un signal d'alarme. La honte, elle te signale que là, dans ton identité, il y a quelque chose qui vient qui va pas. qui vient de choquer. Et effectivement, c'est le comportement que tu faisais à la base qui est problématique, parce que toi, tu pensais que c'était tout à fait correct et que tout le monde était comme ça, mais non, en fait, le problème, c'est pas que tu es une mauvaise personne en société. Le problème, c'est que on se cure pas le nez en société. Voilà. Voilà, ça se fait pas, donc on tend à l'amélioration, on le fait plus. Tout à fait. Et pour les personnes qui ont été victimes, ça leur fait ça a le côté de dire voici par où la personne est entrée, faut consolider. Et pour consolider, faut pouvoir l'exprimer afin de refermer toutes les portes et de s'assurer que la personne ne puisse plus revenir et avoir de l'emprise. Ok. D'accord, très bien. Donc, faut en parler. Ensuite, alors, quand on en parle, faut aussi, j'ai oublié de dire, envisager la possibilité des aspects générationnels de la honte que l'on vit. Comme on l'a dit, il y a l'axe historique et potentiellement, on peut, comme on l'a dit, vivre des hontes qui ne sont pas à nous, mais qui nous ont été transmises. Et à ce moment-là, faut pouvoir aussi travailler dessus. Ok. Euh, Faut enfin réussir à transformer la honte en embarras. C'est-à-dire qu'il faut arriver à
à la faire descendre d'un degré. Comment? Tout simplement en modulant l'impact et l'importance accordée aux événements et aux émotions. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pas grave, c'est pas un crime de se curer le nez, c'est pas un rejet social. Ouais. Ou pour quand tu es une victime, c'est pas mal d'être une victime. Ça ne mérite pas d'être exclu socialement d'être une victime. Non, ça veut juste dire que malheureusement, dans notre monde, il y a des gens qui agressent les autres et on doit justement prendre en considération plus la victime que l'agresseur. Bon, malheureusement, des Oui. fois, c'est pas ça qui se produit, mais bon, ça c'est un peu malheureux. Mais justement, on est là pour aider au maximum. Parfois, faut chercher quand même à revenir jusqu'à la honte originale. Dans certaines discussions, quand on la transmet, faut essayer de remonter le cours du fil. Donc, pouvoir discuter justement avec une autre personne, comme on l'a dit, la honte c'est social, donc dans la discussion, les liens Mhm. de l'axe historique peuvent très facilement se faire. Et enfin, ce qui peut être très intéressant pour combattre la honte, c'est de tenter de s'appuyer sur une réaffiliation. C'est quoi une réaffiliation? C'est essayer de rejoindre un groupe d'individus auxquels on n'appartenait pas, mais qui ont la possibilité de pouvoir nous aider sur ce qui nous fait honte. Par exemple, il faut D'accord. savoir que souvent, quand tu discutes avec des gens qui appartiennent aux alcooliques anonymes, ils vont reconnaître qu'ils vivaient de la honte à être alcooliques. Et quand tu regardes ces groupes-là, donc vraiment, je me base parce que j'ai travaillé un peu avec les alcooliques anonymes, quand tu regardes ces groupes-là, il y a un lien qui est solidaire dans ces personnes-là, et ils ont besoin du groupe pour avancer chaque jour. Bon, bah c'est de la Oui. réaffiliation. Ils sont allés vers une nouvelle affiliation, et ils ont décidé de s'intégrer dans un nouveau groupe. Et en ça, l'un des groupes qui a le potentiel de devenir le plus salvateur pour les gens qui vivent de la honte, c'est les chrétiens. Parce que comme on l'a dit au début, si la honte devient de la simple culpabilité, un simple embarras, la culpabilité, ben, on peut la remettre à Dieu et lui Mhm. demander le pardon. Et là, il y a le chat qui rentre dans le champ. Pour cette conclusion, il y a le chat dans le champ. Désolé pour le chat. Mais non, je le redis, justement, la culpabilité, si on peut la déposer à la croix de Jésus, eh ben, et accepter le pardon par rapport à ça, on va pouvoir avancer. Alors que la honte Mhm. peut nous bloquer pendant des années et des années. Voilà. Et oui. Avais-tu quelque chose? Alors, tu as un peu moins parlé dans cette troisième partie, mais c'est parce Bah, que... j'ai écouté, c'est comme tu le disais, je découvre, donc du coup j'apprends plein de choses, comment la gérer, la façon de, enfin justement qu'il faut en discuter, quelle que soit avec la personne. C'est vrai qu'on a tendance à dire que t'as tendance à dire que la honte, tu dois la vivre, tu la vis individuellement, mais c'est vraiment en groupe avec quelqu'un que t'en libères, quoi. Tout à fait. Bon, bah, je pense que on va s'arrêter là parce que, à mon avis, l'émotion, je veux dire, l'émotion, l'émission est quasiment aussi longue que celle de la colère. Euh, Finalement, toi et moi, on Tu parle. as encore trop parlé. Tu vois, moi j'ai compris le concept de société. Moi, je disais, je partageais la responsabilité avec toi, tu vois. C'est ça. Je te remercie. Merci beaucoup à tous. Voilà, j'espère que ce sujet, vous l'aurez trouvé intéressant. Il est important. Donc, comme je le disais, l'émotion de la honte est une émotion importante parce qu'elle nous rappelle que nous sommes que des êtres humains et que, en tant qu'êtres humains, nous avons parfois besoin d'aide. Et de l'aide, justement,
Si vous voulez lire un petit peu plus, je vous avais renvoyé à ce livre de Mm. François Lelord et Christophe André. Ils en parlent un petit peu, mais il y a surtout un livre de Monsieur Bradshaw qui est sur la honte. Je vous mettrai dans la vignette, qui est très intéressant. Certainement un des meilleurs livres d'ailleurs que j'ai lu sur le sujet, si vous voulez approfondir vos recherches. Si vous avez besoin de discuter par rapport à la honte, surtout vous n'hésitez pas. Je vais vous mettre l'adresse mail de Botéo ou passer par les commentaires. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Greg, je te donne le mot de la fin. Très bien, la lourde tâche de conclure. Eh bien, n'oubliez pas de liker la vidéo. On vous remercie d'être fidèle à, j'allais dire, à nous regarder. N'hésitez pas même à proposer des sujets qu'on pourrait travailler avec Nicolas et qui pourraient vous intéresser. Et puis, je vous dis à la prochaine émission, si je suis invité. Oui, tu seras toujours là. Allez, bonne journée, bonne continuité.